Bonjour Vincent, ça va? Salut Valérie, ça va? Ça va Ouais. toi? Ouais. Mais dis-moi Vincent, Ouais. qu'est-ce que t'as fait de ton scooter? Ah non, pas le scooter. Moi je paye pas l'essence. T'as vu le prix avec la crise iranienne? Ça fait que monter. Et- Vélo électrique. Vélo électrique. Et tes gants? Les gants? Les gants de vaisselle, c'est quoi? Semelle en gomme, tenue isolante, gants de caoutchouc. Mais j'ai pas envie de me faire électrocuter, moi c'est électrique ce truc-là. Et les lunettes de soleil, c'est quoi? Alors ça, les lunettes de soleil, c'est pour les étincelles, tu vois. L'arc électrique, la foudre. Mais dis-moi Vincent, t'aurais pas été foudroyé quand t'étais petit? Comment tu sais? Je te l'ai raconté. Oui, bah on n'est jamais trop prudent, quoi. Voilà. Surtout avec l'électricité, il faut faire gaffe. Bonjour à tous, bienvenue. Ensemble, c'est mieux. On est content de vous accueillir. Et on est très content d'être là avec vous, hein, Julie. On est content. Oui, bonjour Vincent. Vous êtes contente, vous aussi? Je suis très contente. Tu Ouais, sais oui, bien, ça va content. vous permettre un peu de faire le point sur l'électricité aujourd'hui. Oui, je crois, hein, il serait temps. Hein, Ouais. parce que moi, quand on m'a parlé de la cage de Faraday pour la voiture, j'ai cru qu'il vivait en cage, cet homme-là. Bon. Non, on va tout vous expliquer. Vous allez On va faire le point et on va faire le point ce matin avec Rafale. Alors, c'est un autre sujet. Hein. On va le retrouver là où il se trouve. Salut Rafale. Hey, l'homme au chapeau. Regardez comme il est beau. Ah oui. Ah bah il fait circuler ce matin, tiens, apparemment. Et on va faire le point effectivement sur l'électricité dans les véhicules, dans nos véhicules, ce qui nous attend, avec Nicolas Bernard, qui est rédacteur en chef à Auto Plus. Bonjour Nicolas. Bonjour Vincent. Oui, là j'ai énoncé quelques fadaises. On y était presque. Ah, oui, oui. était pas loin. C'était pas loin, mais quand même, il y a du boulot. Il y a du boulot derrière. Et puis, comme tous les mercredis, on va s'occuper des animaux avec Emmanuel Titeux, notre vétérinaire, bonjour, de l'école d'Alfort, faut-il le rappeler. De quoi est-ce qu'on traite aujourd'hui, Emmanuel? Je crois du comportement alimentaire du chat. Bah, je crois, hein. Oui, moi, j'ai changé les croquettes du mien, là, parce que... Enfin, on va en parler. Hein. Vous traitez les cas personnels aujourd'hui? Absolument. Ah, bon, d'accord. Consultation en direct. Une petite consultation. Et puis au moment de se régaler, vous savez qu'on est quand même en semaine galette. Hein, Ah ça, et je ne m'en lasse pas. Après, peut-être bon, le reste de l'année, on ne sait pas, mais cette semaine, eh bien, nous avons Madame Gourmande avec nous. Je suis contente. C'est très heureuse Claire d'être là. qui nous a gâtés en termes de gâteaux. Je lui dis, Claire, venez avec une petite galette. Oh carrément, elle a refait la table. Là, c'est mon côté Madame Gourmande. Tu vois, tu me demandes un peu, je ramène beaucoup. Eh ben voilà, c'est ça. Nous, on aime cette générosité, ça tombe bien. Et puis, ensemble, c'est mieux de toute façon. Donc, il faudra se mettre à plusieurs, à mon avis, pour terminer les gâteaux et les galettes que nous ont apportés Claire et sa gourmandise. Voilà, parce qu'elle a été aidée en cela. Allez, on va immédiatement du côté de Rafale, hein, qui avait l'air très en forme ce matin, bien qu'il soit un peu sevré de galettes. Hein, il n'en aura pas une fois encore. Le côté de Rafale, c'est la Seine-et-Marne, mon cher Vincent. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien. Il fait un peu gris ce matin, mais quand même, on est quand même, regardez, vous le découvrez derrière moi, ce joyau patrimonial français et évidemment francilien, le château de Fontainebleau. Pourquoi est-ce que je suis au château de Fontainebleau? Parce qu'au mois de juin, on a rénové et on a réouvert un autre bijou, le Théâtre Impérial. Vincent est le conservateur. Comment ça va, Vincent? Très bien, merci. Tu as dirigé une partie des travaux aussi. Pourquoi est-ce qu'il fallait rénover le Théâtre Impérial? Parce que c'est un théâtre qui a été créé sous le Second Empire et qui a été très très peu utilisé finalement, qui a glissé tout doucement dans une sorte d'abandon et qui nécessitait justement pour être remis à flot, pourrait-on dire, un certain nombre de crédits. Et il a fallu du temps pour trouver ces crédits et on les a eus en 2007. Et après 10 ans de travaux, en juin dernier, nous avons enfin ouvert ce lieu restauré. Et c'est ce qu'on va vous faire visiter ce matin avant que les vraies visites commencent. Les vraies visites guidées commencent vers 11h30. Non, on y va un petit peu avant. C'est la semaine de la galette, pardon Vincent de te dire ça. Mon autre Vincent Ferniaud me dit combien de rois, tous les rois ont habité ici. Le dernier en date? Louis-Philippe, roi des Français. Le roi des Français. Alors là, on le voit le château. Hein. Où est-ce qu'il est le théâtre? Parce que là, je le vois pas. Hein. Alors le théâtre se cache finalement derrière cette grande façade en briques et pierres, avec 45 mètres de long. Et finalement, le seul élément qui nous permet de deviner qu'il n'y a pas d'appartement dans cette aile qui, au départ, est bien conçue pour abriter des appartements, c'est l'absence de souche de cheminée sur le toit. C'est parce qu'il n'y a pas de cheminée? Voilà. Toutes les cheminées ont été détruites au moment de la création du théâtre pour libérer un maximum d'espace pour loger la salle, la scène et tous les espaces nécessaires à la cour. Salle, scène, vous allez le découvrir avec nous. Vincent, on peut y aller? Absolument. Allez, on fait encore de vous, chers amis, des privilégiés ce matin dans Ensemble c'est mieux. On se retrouve sur scène dans quelques instants.
Très impressionnant, ce château de Fontainebleau, on l'oublie trop souvent. Et c'est à visiter, on a de la chance, Raphaël le fait pour nous ce matin, il nous entraîne avec lui. Allez mes amis, on va s'occuper un petit peu d'écologie dans cette émission, puisqu'on va se poser la question du véhicule électrique. Il y en a encore qui se posent des questions? Ils sont là. Nicolas Bernard. Alors, c'est vrai qu'à AutoPlus, on s'occupe de toute forme de véhicules. Et ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est les véhicules électriques, avec quand même des réticences encore de la part des Français. Mais est-ce que ce n'est pas dû à des problèmes entre guillemets, de carburant? C'est-à-dire, au fond, le prix est intéressant, mais on n'est encore pas sûr de pouvoir avoir l'autonomie qu'on voudrait. Alors, c'est pas seulement un problème de mode, c'est que de toute façon, on est contraint et forcé, on va être contraint et forcé d'en acheter. Les constructeurs sont contraints et forcés d'en vendre pour des histoires de normes européennes, des obligations qu'ils vont devoir... Ah, il y a des passages obligés pour les constructeurs. Il y a des passages obligés en termes de CO2, c'est-à-dire de gaz à effet de serre. Tous les constructeurs vont être obligés de respecter un certain seuil, et pour le respecter, ils sont obligés de vendre des véhicules électriques qui sont des véhicules à 0 g de CO2. Donc à partir de 2020, dès qu'ils dépasseront les objectifs qui leur ont été fixés, ils vont avoir de grosses amendes. Donc, qu'on le veuille ou non, tous les constructeurs vont mettre à profit leur système marketing, leur pub, leurs ingénieurs pour nous vendre des voitures électriques. Les vendeurs dans les concessions vont nous proposer avant même une autre voiture, des voitures électriques, et on va nous expliquer à quel point ce monde-là est merveilleux. Bon. Julie, faites le point sur l'électricité. Oui, parce que ce qui est vrai, c'est qu'en Île-de-France, on respire mal et la cause, c'est bien sûr la pollution de l'air. Sachant qu'en ville, cette pollution est essentiellement due au transport, aux bus, aux voitures diesel ou essence. La petite voiture électrique pourrait bien être l'option idéale. Mais quels sont ses avantages? En quoi est-elle moins polluante? Début de réponse en images. Oh, je passerais bien à la voiture électrique. Ah oui, ça a l'air trop bien. Mais c'est cher, non ? 60% des Français sont persuadés que la voiture électrique, c'est l'avenir. Pourtant, seulement 30% d'entre eux en ont utilisé une. Pas étonnant, les ventes de voitures électriques, malgré un bond de 50% en 2018, ne représentent que 2,4% du marché. Alors, pourquoi ça coince ? Tout d'abord, on vous l'affirme, oui, la voiture électrique est nettement moins polluante que la thermique, celle qui fume. Même en prenant en compte sa fabrication plus énergivore, le bilan est très largement en faveur de l'électrique. 9 tonnes d'équivalent CO2 pour 150 000 km contre 22 pour le thermique. La voiture électrique, c'est bon contre le réchauffement climatique et pour nos poumons. Et question porte-monnaie, des études affirment que la voiture électrique, malgré un prix d'achat nettement plus élevé, revient moins cher. Grâce à un entretien et une consommation bien moins onéreux, moins de 2 € pour 100 km, contre au moins 7 € pour l'essence, plus le kilométrage est important, plus l'électrique est rentable. Problème, l'autonomie de la batterie. En moyenne, elle tourne autour de 200 km, mais certaines affichent plus de 600 km. Se pose alors l'autre question qui fâche, la recharge de la batterie. Il faut déjà disposer d'une prise, et la durée de charge se compte en heures. Passer à la voiture électrique, ça vaut le coup, oui, si vous êtes branché. Alors, Nicolas Bernard, je vous voyais tiquer plusieurs fois, et notamment sur la pollution. Soyons clairs, aujourd'hui, vous dites que c'est une obligation. C'est heureux, parce qu'il y a beaucoup de freins, en définitive, à l'achat d'un véhicule électrique. On l'a compris à travers ce petit film. Oui, et puis il y a une chose qui est dite dans ce reportage et qui est rarement dite, c'est qu'un des principaux problèmes de l'électrique, c'est pas tant l'autonomie, c'est le temps de recharge. Eh oui, bien sûr. Si on vous propose 300-400 km d'autonomie, moi, je me souviens de ma première voiture essence, elle faisait autant. Et puis, je parcourais la France avec, c'était pas un problème. Oui, mais sauf vous que restiez pas 2 heures. Mon plein. C'est ça, voilà, c'est ça. Si on me dit que je mets 2 heures à faire mon plein, c'est ça mon gros problème. Il n'y a pas des améliorations? Je crois que je voyais hier, il y a des bus maintenant qui se rechargent en 15 minutes. Ou, on va vers une amélioration. On va vers une amélioration, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire que pour le moment, le marché va devancer le réseau. Le réseau, ça doit être un réseau de recharge électrique, notamment sur les autoroutes, là où on va faire beaucoup de kilomètres, et on doit pouvoir se brancher rapidement. Pour le moment, nous, ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de bornes de recharge rapide, une recharge rapide, je vous explique rapidement, justement, c'est normalement de quoi faire en une demi-heure à peu près 80% de son plein. D'accord. Parce que les 20 derniers pourcents sont très durs à atteindre et très longs à atteindre. Donc on fait 80% à peu près de son plein en une demi-heure. Le problème, c'est que ce réseau
pour le moment, est très mal entretenu, très peu développé et sur lequel il y a plusieurs opérateurs qui se battent, un peu comme votre opérateur téléphonique. Bien sûr. Donc il va falloir choisir le bon. La plupart du temps, ce n'est pas le bon sur lequel vous arrivez. Il faut appeler, il faut rester devant, etc. Ce n'est pas encore prêt. Mais cette année, il n'y a pas le choix, les constructeurs doivent vendre. Donc on va y aller. Et l'autre problème, c'est par exemple tout ce qui va se passer dans un rayon d'environ 200-300 km, soit comme votre reportage l'expliquait, c'est-à-dire l'autonomie d'une batterie, 200-300 km à côté des grandes agglomérations. Lyon, Bordeaux, Paris. Parce que dès qu'il va y avoir le 15 août, dès qu'il va y avoir le 24 décembre, etc., tout le monde va partir en même temps et tout le monde va faire le plein au même endroit. Et sur l'autoroute. Et sur l'autoroute. Mais aujourd'hui, on peut prendre une voiture qui nous permette, par exemple, de faire Paris-Lyon en voiture électrique. Elle dit ça parce qu'elle est lyonnaise, hein, Julie. Hein. Oui, non, mais ça, c'est votre cas personnel. Mais hein. en voiture électrique en pouvant recharger. C'est possible aujourd'hui ou ça sans sera recharger, possible sans recharger, c'est possible. C'est possible sans recharger. Oui, il y a plusieurs modèles qui en sont capables, vraiment. Qui sont et capables qui ne de sont faire... pas donnés, à mon avis. Qui ne sont pas donnés, mais on commence à avoir vraiment des oui. autonomies de 400 et quelques kilomètres sur des voitures. Ça ne fait pas tout à fait un pareil Lyon, hein. Mais on commence vraiment à le voir sur des voitures généralistes, c'est-à-dire pas des Porsche, pas des Ferrari, hein, pas des voitures d'exception, bien sûr. des voitures qui sont... Des berlines familiales. Exactement, exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir. Mais il faut savoir aussi que plus la batterie est importante, et plus longtemps il vous faudra pour la recharger. Ouais. Par ailleurs, quand on parle de recharge chez soi pour un coût de 2-3 €, c'est pas mal. Mais sur autoroute, il faudra plutôt compter 17, 20. C'est à la minute. Si votre voiture est un peu chaude parce qu'elle a roulé sur autoroute, il ne va pas vous falloir une demi-heure, mais 1 heure de recharge. Oui, Ah bon Et c'est facturé à la minute. Ah bon, bah, attendez. Hop. Si la voiture a roulé, elle est plus dure à recharger? Oui, parce que la batterie est trop chaude. Il faut attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Ah là, je savais, mais Petite j'avais jamais subtilité. entendu parler de ça. Petite subtilité. Et puis alors, je vous ai vu tiquer sur un autre sujet tout à l'heure. On dit, oui, elle est beaucoup plus polluante, la voiture à essence, que la voiture électrique. Mais je me dis, mais au fond, cette électricité, il faut la produire. Dans un pays comme le nôtre, où on a du nucléaire, effectivement, ça pollue moins. Mais dans des pays où on brûle du charbon ou du pétrole pour créer l'électricité, en définitive, ça va être à peu près similaire, non? Comme en Allemagne, pays où on achète notamment de l'électricité, ce qu'on a constaté, il y a deux types de pollution. Il y a tout ce qui est réchauffement climatique et développement durable. Là-dessus, il y a vraiment débat sur l'électrique. Parce que quand on regarde la production, la façon dont on extrait les minerais pour faire les batteries, le lithium notamment, bien entendu, il va falloir recycler ces voitures, recycler ces batteries. C'est des voitures qui coûtent, en termes d'énergie, beaucoup plus que les voitures thermiques à produire, mais qui font beaucoup moins de kilomètres. Et qui pollue aussi, une fois, on parle de pollution au CO2, là-dessus elle ne pollue pas, mais elle pollue en termes de particules fines aussi. Alors, légèrement. C'est justement là-dessus où je voulais revenir. Il y a quelques particules fines, dues aux freins, dues aux pneus, etc. Mais là-dessus, en termes de pollution directe, c'est-à-dire vraiment les gaz que les citadins respirent. On parle des oxydes d'azote, on parle des particules fines. Là-dessus, l'électrique est imbattable, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a aucun gaz qui en ressort. Ouais, c'est ça. Et là-dessus, en ville, c'est imbattable, dont acte. Mais tout ce qui se passe en termes de réchauffement climatique, quand on parle d'empreinte carbone, quand on parle de CO2, là, il y a un plus gros problème. Alors, pendant que Vincent gère ses affaires, on a une question d'un téléspectateur pour vous, Nicolas. On l'écoute et on y répond après. Bonjour à tous, Jean-Claude. Je roule en voiture électrique depuis bientôt 7 ans. Quand est-ce que le véhicule électrique coûtera le même prix, enfin, qu'un véhicule thermique équivalent? Ah. Est-ce que c'est possible un jour que ça coûte le même prix qu'un véhicule C'est thermique? possible simplement parce qu'on part maintenant sur une production de masse. Et plus on arrive sur une production de masse, plus les prix baissent. C'est automatique, c'est un ressort de l'économie. Pour le moment, les experts s'accordent à dire que d'ici à 2030-2035, c'est pas tout à fait demain, on arrivera à un prix approximatif. Pour le moment, c'est dopé par la prime de 6 000 € accordée par l'État. Sans cette prime, c'est pas viable. Nicolas Bernard, j'entends beaucoup dire, et ça sera ma dernière question, qu'en fait l'électrique n'est qu'une étape, que la vraie solution serait les voitures à pile à hydrogène, enfin à pile à combustible. Est-ce que c'est une finalité l'électrique, ou est-ce qu'on va vers autre chose? Alors, je vais vous donner l'avis d'Autoplus. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est hydrogène, le problème, c'est de produire l'hydrogène. La production d'hydrogène est incroyablement, pas polluante, mais il dégage beaucoup de CO2 et très énergivore. Parce qu'il faut le produire, l'hydrogène, il n'existe pas tel quel. Il faut le produire, et pour le moment, on ne sait pas le produire sans dégager énormément de CO2. Donc en termes de réchauffement climatique, catastrophe. Là aussi, comme l'électricité, par contre, un véhicule à hydrogène en ville, zéro pollution.
La bonne solution de transition, c'est un autre type de véhicule qui existe en C'est ce les moment. hybrides. C'est les hybrides rechargeables. Oui. Pas juste un hybride tel qu'on essaye de nous le faire croire, c'est-à-dire un hybride classique qui fait que 2 km électriques et qui ensuite fait 50 km sur l'essence. Un hybride rechargeable qui est capable de faire 30-40 km électriques tous les jours, donc rouler sans polluer en ville. Sans coûter. Et dès qu'on part en vacances, on peut Voilà. faire de l'essence. Un peu d'essence. Ça, c'est la solution de transition. Et la vraie bonne solution, je terminerai là-dessus, elle n'a peut-être pas été encore inventée. Ah, J'allais dire, c'est le marché, sinon. mais En non, ce la moment, avec la voiture grève. à pédale, bien sûr Peut-être. qu'elle Le calèche, existe. le retour des calèches. Oui, mais les chevaux, ça pollue aussi. Hein. Il n'y a, pas de bonne solution. Vous savez bien. Merci beaucoup, Nicolas Bernard, et merci de nous avoir donné l'avis d'Auto Plus. Allez, on retourne voir Rafale du côté de Fontainebleau. Je suis sûr qu'il y a été à cheval. Hein, Rafale? À cheval, Fontainebleau? Mais je vous laisse découvrir, en tout cas, ces magnifiques lustres qui ne fonctionnent pas à l'hydrogène. Et non, mon Vincent, je ne suis pas venu à cheval, je suis venu à pied pour visiter ce magnifique théâtre impérial. Je suis toujours avec Vincent conservateur. Ici, Vincent, où est-ce qu'on est là ? Alors, on se trouve dans le foyer de l'empereur. C'est une sorte de salle d'attente, de salon qui était utilisé par l'empereur pendant les entr'actes du spectacle. Et c'est un lieu qui jouxte en fait directement la loge impériale et la salle de spectacle que l'on va aller découvrir. Elle est juste derrière cette porte là, c'est ça ? Eh ben on y va alors, on va ouvrir cette porte. Florine Constant m'accompagne comme chaque matin. Je la laisse suivre notre Vincent pour découvrir, regardez, la beauté de ce théâtre impérial qui a été rénové il y a quelques mois et qui a réouvert aussi 10 ans de rénovation, réouvert au public. Alors là, c'est fantastique. Oui, le lieu est assez saisissant. Il permettait de réunir 430 personnes assises avec, dans la loge impériale, le couple impérial, Napoléon III et Eugénie, la famille impériale, les grands officiers de la maison de l'empereur, et ainsi qu'un certain nombre de militaires au niveau du parterre, et puis les plus belles femmes de la cour, assises au premier rang de cette première corbeille, sachant qu'on a une deuxième corbeille et 90 places assises dans les loges. Vincent, est-ce qu'on peut aller au premier rang ? Parce que je vois qu'il y a une petite cordelette. Alors je sais qu'il faut se déchausser. Alors moi j'enlève mes chaussures et j'ai de la chance aujourd'hui. Regardez, les chaussettes sont pas trouées et on va fouler la moquette impériale aussi. Vincent, Julie, je sais pas si vous vous rendez compte. Là, on est vraiment des privilégiés. Vous vivez un joli instant dans ce Ensemble c'est mieux. Qu'est-ce qu'on jouait ici sur cette scène ? Alors, surtout des petites comédies légères, des drames moraux, du vaudeville. Quasiment pas d'opéra, c'est vraiment une salle de théâtre et pas du tout d'opéra, même si on a une fosse d'orchestre pour accueillir 35 musiciens avec éventuellement des petites parties chantées, c'est le cas du vaudeville, mais on sait que l'empereur n'aime pas l'opéra. Donc en fait, on va divertir la cour avec plutôt des pièces légères, des pièces de Scribe, de Le Gouvet. On va jouer aussi On ne badine pas avec l'amour. C'est la dernière pièce, non ? Quasiment celle qui est jouée lors du dernier séjour en 1868. Alors, ce qui est aussi incroyable, vous l'avez vu, cette rénovation est juste merveilleuse. Tu me disais, Vincent, que tout était d'époque. Absolument. Lors de la restauration, on a voulu vraiment mettre l'accent sur l'authenticité. On a la chance d'avoir un théâtre qui est parvenu jusqu'à nous avec tout son décor, son mobilier, ses objets d'art, ses bronzes, notamment ce grand lustre qui malheureusement s'était effondré en 1928. Et tout a été nettoyé, restauré, consolidé afin d'être présenté vraiment comme une grande pièce de musée complète. Alors tu veux me faire croire par exemple que les housses, les chaises qui sont là, les fauteuils, c'est les fauteuils d'époque ? Absolument, ce sont les fauteuils d'époque et les housses de protection voulues par l'impératrice Eugénie sont celles livrées en 1855 avec tout le mobilier pour protéger les objets de la poussière lorsque la cour n'est pas là. C'est incroyable, la scène, vous la voyez derrière moi. Ce que je vous propose, Vincent, si on est d'accord, on va aller derrière la scène pour voir la salle des machines et les décors. À tout de suite Vincent et Julie. À tout de suite, Rafale. On va peut-être avoir une petite tirade sur scène. On ne sait pas pour l'instant. Ah, mais il ne va pas résister. S'il passe derrière la scène, il va monter sur scène. Mes amis, le mercredi, c'est le jour des animaux, vous le savez, et de notre partenariat ô combien précieux avec l'école vétérinaire d'Alfort. On va parler de nos chats. Spécialiste De quoi, Emmanuel ? de médecine du comportement. Et le comportement, c'est sa spécialité, Emmanuel Titeux. Parce qu'il y a des spécialités dans le métier de vétérinaire, bien entendu. Il y en a qui sont plus opératifs, opérationnels, et puis d'autres qui s'occupent plus de comportement animal, ce qui est votre spécialité. Alors, le chat, c'est un mystère pour l'homme. Autant le chien est un animal assez lisible, autant le chat, c'est compliqué. Pas
tant que ça. Pas tant que ça, bah, pour Non, vous, oui, pour on vous sait Emmanuel. le décrire, le comprendre. Moi, je le trouve aussi expressif que le chien. Oui. Oui. Enfin, comment dire, il communique moins que le chien, en général, non? Ou Oui, c'est plutôt- vrai, le chien s'est parfaitement adapté à la vie au milieu des humains et a su Parler, quoi. ouais, Enfin, oui, s'exprimer. utiliser les humains. Ouais. Côté alimentation, est-ce qu'on connaît le comportement alimentaire des chats aujourd'hui? Alors, on connaît, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais on sait une chose, c'est que la domestication, le fait de rendre une espèce adaptée à la vie parmi les humains, a peu modifié le comportement alimentaire du chat, et ça reste un carnivore prédateur, un chasseur solitaire. Ouais. Mais D'ailleurs, le chat, oui. excuse-moi Julie, hein, j'ai entendu dire que c'était un génocide d'oiseaux à travers le monde dû au chat. C'est le premier prédateur des oiseaux dans le monde, le chat. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal avec ces informations. Une chose est sûre, c'est que ce sont des chercheurs australiens, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus là, le chat qui... le premier prédateur, c'est Non, l'incendie en c'est Australie. une C'est pas espèce, malheureusement. Voilà, bien l'Australie malheureusement. est un continent À part. avec des espèces endémiques. Et lorsque les humains, les colons sont arrivés avec les chats, effectivement, ça a fait du dégât. Pour Alors, j'ai l'Europe- entendu dire quelque chose, Emmanuel. Vous allez me dire si je me trompe. On m'a dit, on parle souvent, parce que c'est aussi une mode ou une lame de fond selon, de véganisme et de végétalisme. On dit si on ne nourrit pas un chat avec de la viande, il meurt en très peu de C'est temps. un carnivore strict, oui. Oui, il a besoin de cette protéine Il a besoin animale. de lui. protéines animales, oui. C'est très difficile pour lui de s'en sortir sans protéines animales. Mais vous disiez c'est un chasseur. Mais, sauf que dans les appartements, un chat, ça chasse Eh pas. bien, vous avez Donc, raison. comment on fait? C'est compliqué pour eux. Tout ce qu'il y a autour du comportement alimentaire, tout ce qui est la prédation, le fait d'attraper une proie, ils ne peuvent pas l'exercer. Donc, il va falloir trouver d'autres moyens pour qu'ils puissent exprimer ce comportement-là. Et alors, oui. lesquels, Non. justement? Qu'est-ce qui est bon pour Alors, eux? une grande chose, c'est le jeu. Nous, on appelle Eh ça ouais. du jeu, mais en fait, chez le chat, c'est du comportement de prédation. C'est chercher une proie, lui courir après et l'attraper. Jeter la baballe, tirer Voilà, au bout on d'une le ficelle voit une sur fausse souris, etc. une oui. canne à pêche, des lasers, tout ce qu'on peut pour répondre à ce besoin de chasser. C'est vraiment important pour un chat de faire Ah, ça c'est souvent. fondamental. L'exercice, quoi. C'est fondamental. Que l'humain propose ces jeux, le rende attrayant et s'occupe de ce comportement-là, c'est fondamental. On dirait qu'ils comprennent à un moment donné quand même. Quand on a un jeune chat, il est assez joueur, il va jouer avec la ficelle, etc. Puis à un moment, il s'en détourne, il comprend que ce n'est qu'un leurre. Oui, il s'en lasse. Il faut à nouveau trouver d'autres subterfuges pour le faire courir et attraper cette proie. Mais il y en a certains qui recommencent le même jeu de façon compulsive. Alors moi, j'ai rencontré un problème avec la chatte qu'on a à la maison. Elle s'est lassée de ses croquettes. Je ne l'avais pas compris. Et puis un jour, ma femme me dit, essaye une autre marque, etc. Et là, elle s'est ruée à nouveau sur les croquettes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une diversité alimentaire? Ça ne mange pas toujours la même chose, votre animal, votre chat notamment? Ça dépend des chats. Il y a des chats qui sont néophobiques, qui n'aiment pas la nouveauté, d'autres qui aiment beaucoup la nouveauté, donc ça dépend. Et puis, ce que les humains peuvent imaginer comme se lasser, c'est en fait que le chat a adapté ses besoins. Il sait que la quantité qui lui est donnée est suffisante. Vous avez pensé qu'elle se lassait et vous avez stimulé à nouveau la prise alimentaire en lui proposant un aliment nouveau. Mais peut-être qu'avec ça, vous avez plutôt promu un peu une surcharge pondérale, plutôt que d'avoir... Non, moi, c'est un cas particulier. Ma chatte, elle bouffe en permanence. Même quand je fais la cuisine, elle bouffe de tout. Et en fait, c'est un fil, un haricot vert. Ah, quelle chance. Quelle chance pour elle, oui. Mais alors, si elle mange en permanence, si elle se lassait, comment avez-vous qu'elle se lasse? Parce qu'elle réclame autre chose que ses Elle croquettes. préférait le foie gras à Noël que, Voilà, c'est ça. que les Là, croquettes. oui. Mais Et en la même temps, galette. c'est normal. Mais non, mais d'un point de vue, vous préconisez quoi? De laisser justement de l'alimentation, des croquettes à disposition tout le temps pour un chat, ou alors de lui donner... Dans un distributeur, quoi, par exemple. Oui, ou de lui donner qu'une certaine quantité à heure fixe, ou Alors, le matin. le comportement alimentaire des chats, on connaît déjà qu'un chat, lorsqu'il a accès à la nourriture, librement, fait entre 12 et 20 repas par jour, puisque c'est un chasseur de petites proies. Il grappille, quoi, en fait. Il mange quelques morceaux, quelques 4,6 grammes à chaque repas, Ah oui, c'est rien. donc pas grand-chose, et que j'ai calculé que si on lui donne par exemple matin et soir, c'est comme si nous, humains, qui faisons à peu près 3 repas par jour, on mangeait qu'une fois tous les 4 jours. Ah oui. Ah oui, c'est compliqué. Oui, je comprends. Donc, chez le chat, il va falloir adapter le mode de distribution avec des distributeurs automatiques, des systèmes
où le chat doit en quelque sorte travailler pour avoir son Des petites boules alimentation. aussi Des boules qui distribuent. Il va falloir activer un peu le chat plutôt que de lui mettre, comme le chien, ces 2 gamelles par jour de croquettes, qui va évidemment ingurgiter, mais on ne va pas du tout répondre à ses besoins alimentaires. Et en plus, il mange la nuit. En plus, C'est réparti sur 24 heures, Oui, en oui, plus. c'est ça. Il est très actif de façon nocturne. Alors, ça, pour ce qui est du comportement alimentaire, ça dépend s'il a le libre choix, ça dépend de ses proies, s'il est libre dehors. Si il vit dans un endroit où il y a que des oiseaux, il va être diurne, parce que les oiseaux nocturnes, il n'y en a pas beaucoup. Si en revanche, il y a Sinon, des il va souris... bouffer que des chauves-souris. C'est Voilà. moche comme régime. C'est des souris chauves. Et sinon, si c'est des souris, c'est plutôt nocturne. Alors, sachant que c'est crépusculaire. Est-ce que quand il tue ses proies, parce que moi j'ai la chance d'avoir un grand jardin, elle rentre souvent avec des mésanges, bah oui, Ouais. alors des mulots évidemment, ça c'est sa tâche, je dirais, puis c'est sa nature. Est-ce qu'il tue uniquement pour manger ou est-ce que c'est pour s'amuser parfois? Parce qu'on les voit parfois jouer avec ne même pas les tuer, les souris. Alors, ils ne tuent pas pour s'amuser, ils répondent à, on va dire, Une à pulsion. une commande, oui, Ouais, de leur cerveau. Donc, le chat, c'est un chasseur de petites proies. Donc, qui dit petite proie, c'est capacité à recommencer à chasser tout de suite, parce qu'on ne sait pas s'il y en aura assez. Donc, ils peuvent tuer sans consommer. En général, ils consomment les proies qu'ils préfèrent. Donc, certains chats sont les souris. Alors, il y a des chats qui aiment l'arrière de la souris, d'autres l'avant de la souris. Et certains qui n'aiment pas les oiseaux. Donc, ils les tuent parce qu'il y a une stimulation par un animal en mouvement dans leur champ visuel. Bien sûr. Mais après, voilà, c'est pas pour S'ils autant ont qu'ils assez vont- mangé, ils ont assez ils vont mangé. manger. Quoi. Voilà. Pour empêcher les chats de tuer les oiseaux, on recommande de leur faire porter La un clochette, grelot. c'est Voilà. ça. Donc s'ils en attrapent, c'est ceux qui ne sont pas envolés, donc généralement des oiseaux blessés ou trop vieux, etc. Peut-être, voilà. Donc là, c'est un peu de la prédation naturelle Voilà, qui je fait sais qu'on pas, nettoie ouais. la nature. Un petit Mais peu empêcher aussi, hein. un chat de sortir pour pas tuer les oiseaux, je sais pas. Il faudrait discuter avec des spécialistes là-dessus. Mais Ouais. Et puis l'envoyer sur on- le canapé une fois par semaine, raconter quand même les déboires de ce qu'on lui fait subir à la maison. Non, n'allez pas contre la nature de vos animaux, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Emmanuel. voilà, ça, Ouais. si effectivement Même si il y ça a vous une, est pénible, il y a oui. une zone de reproduction d'oiseaux rares, là on va pas lâcher D'accord. les oiseaux, les Pas chats. d'anthropomorphisme. N'appliquez pas vos propres pensées et comportements à vos animaux, qui ne sont pas les mêmes, bien entendu. Un animal n'est pas méchant parce qu'il tue un oiseau. C'est sa nature. Merci Emmanuel Titeux. On est ravis de vous avoir. Vous revenez quand vous voulez, bien entendu, nous parler du comportement de nos petites bêtes. Mes amis, je crois que c'est le moment de retrouver notre maison des experts, puisque tous les jours on part à la maison des experts. Aujourd'hui, c'est le jour des enfants. On va apprendre à faire une couronne. Ça tombe bien, hein, Claire? Une couronne en origami, à papier plié. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Bonjour, je m'appelle Lucas. Bonjour, je m'appelle Pascal. On a un rendez-vous avec Lélia à la Maison des Experts pour fabriquer des couronnes en origami. Bonjour Pascal, bonjour Lucas, bonjour Charlotte. Bonjour Lélia. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer une somptueuse couronne en origami. Chouette. On y va? Pour fabriquer une couronne originale en origami, on doit d'abord choisir le support avec lequel on veut travailler. Moi, je vous conseille de prendre des papiers un peu cartonnés pour avoir une couronne solide. Mais pour une couronne plus déco, on peut aussi utiliser du papier cadeau. Donc on choisit la couleur qu'on veut, on plie la feuille de carton en deux, et ensuite, avec la règle, on fait 15 cm par 15 cm. On va avoir besoin d'à peu près 10 petits carrés de 15 cm par 15 cm chacun. 9, 10. Voilà, on a la base de notre couronne et maintenant, on passe à la deuxième étape. Yes. L'origami, c'est l'art du pliage du papier et c'est notre seconde étape. On va commencer par plier la feuille en deux sur la diagonale. Ensuite, ouvrez le résultat et repliez de chaque côté vers le centre. Remontez le triangle du bas et finalement repliez la pointe pour reformer un dernier triangle. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à recommencer l'opération sur les 9 autres feuilles qui restent. À la maison, si vous voulez, vous pouvez évidemment utiliser des crayons de couleur, des feutres, tout ce que vous avez pour vous amuser à décorer et à dessiner. Et maintenant, place à l'assemblage. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de glisser les fentes dans les fentes. On met un petit bout de scotch pour que ça tienne, et ensuite il suffit de mesurer la tête de notre enfant pour savoir combien il en faut pour faire le tour de la tête.
bien maintenant, il n'y a plus qu'à refermer vos couronnes. La fente dans la fente, même principe. Ça a l'air beau, hein. Je vais tout de suite le mettre. Waouh! Et ben voilà, des couronnes originales, faciles à réaliser et en plus elles sont modulables. Magnifique. Merci, Lélia. On résume. Pour fabriquer une couronne en origami, découpez des carrés de 15 cm sur 15 cm dans du papier cartonné. Pliez la feuille en deux sur la diagonale, puis repliez de chaque côté vers le centre. Remontez le triangle du bas et repliez la pointe, puis décorez l'ensemble. Assemblez les triangles en fonction de la largeur de tête de votre enfant et scotchez-les. Et voilà, une activité simple et amusante à réaliser avec vos enfants. Nous, on cherche que ça, des activités à réaliser avec nos enfants quand on a le temps. Et là, ça tombe bien, en vacances, on a eu le temps. Mes amis, on va retrouver notre roi à nous, qui est sans couronne, mais avec un chapeau. D'ailleurs, c'est pas tellement un chapeau royal aujourd'hui, c'est plutôt impérial, du côté de Fontainebleau, Rafale. Ah bah attends Vincent, à ce moment-là, demandez à la maison des experts de me faire des chapeaux en origami plutôt que de faire des couronnes. Je sais pas, on pourrait peut-être... On tient un concept en tout cas. Vous avez vu tout à l'heure cet énorme rideau qui menait à la scène. Je vous l'avais promis, on est derrière la scène. Je suis toujours avec Vincent. Ici, comment s'appelle cette salle ? Là, on est sur la scène avec effectivement l'arrière du rideau de scène et puis toute cette série de cases à décor. On dirait une bibliothèque de planches, quoi. C'est exactement ça. Finalement, on classe les différents décors qui se composent de châssis. On a à peu près 7 tableaux complets donc qui sont rangés dans chacune des cases avec toute une série d'accessoires aussi que l'on peut planter en fonction du répertoire sur la scène pour le jeu des acteurs. Et on a la chance d'avoir 2 salons riches, un salon dit du demi-monde, une campagne, une forêt, une prison, une place publique. Il y a un décor de prison aussi, bah oui, ça peut servir. Un palais gothique, un palais mauresque, enfin voilà, toute la fantaisie permettait de mettre en scène les grands spectacles pour la cour au 19e siècle. Et évidemment, Vincent, tout ça est d'époque aussi. On voulait aussi vous montrer, chers amis, un de ces décors qui est pour le coup monté là sur un espèce de pilier. Vincent, c'est quoi ce décor ? Alors ce décor, c'est juste un châssis de la campagne, un châssis côté cour, qui est effectivement maintenu sur la scène grâce à un mât de décor planté dans un chariot qui est mu sous la scène. Alors sous la scène, il y a encore des choses, il y a des rails et tout. Il y a un étage, effectivement, ce qu'on appelle un niveau de dessous, dans lequel se trouvent justement tous ces chariots qui permettent de resserrer ou d'élargir le décor en fonction de la plantation sur la scène. Et chaque paire de châssis, celui de cour et celui de jardin, était coiffé d'une frise en toile peinte que l'on voit au-dessus de notre tête. Justement, attends, je vais demander à Florine de regarder au-dessus de notre tête. On voit ces décors aussi, ces toiles qui peuvent descendre. Et puis il y a toutes les cordes aussi qu'on voit là, Vincent. On ne dit jamais cordes, parce qu'en fait, il y a cette tradition de machinistes provenant de la marine. Et sur un bateau, on ne parle jamais de cordes. La corde, c'est juste pour le pendu. On parle de fil. Donc ça vaut une bouteille de champagne à chaque fois pour celui qui dit ce mot proscrit. Bon Vincent, c'est mon rédacteur en chef Tanguy Kermara qui va offrir la bouteille de champagne parce que c'est aussi mon producteur. Et puis il disait tiens, demande à Vincent justement si on pourrait pas produire un one man show là, mon futur one man show. On pourrait pas le faire ici, Vincent? Alors, il a réfléchi. Non, hélas, en fait, dans la mesure où nous possédons cette série de décors que l'on plante, on va planter un décor chaque année pour pouvoir le présenter au public. On est dans un espace finalement assez fragile où on mise sur l'authenticité et donc à ce moment-là, on va réduire le jeu sur la scène, bien logiquement. Bon, comment venir justement visiter ce théâtre impérial? Je vous dis tout au moment de la recette, c'est plutôt vers la fin de l'émission. À tout à l'heure. Je savais qu'il se placerait, son spectacle. Je le savais, Rafale, je l'avais dit. J'avais parié. C'est normal, dans un lieu aussi chouette que ce théâtre du château de Fontainebleau. Allez, mes amis, on va immédiatement s'intéresser, puisque c'est mercredi, aux belles idées de Julie. Forcément, mercredi dit belle idée pour les enfants. Et
Et oui, Vincent, souvenez-vous, il y a un mois, on vous disait de l'importance de raconter des histoires aux enfants pour leur donner le goût de la lecture. Eh bien, ma belle idée de ce matin devrait vous plaire. En tout cas, j'aurais adoré en avoir un quand j'étais petite. Ce matin, je vous propose des livres audio sur mesure. C'est le principe de nos chers enfants. Vous, parents ou grands-parents, vous devenez les conteurs de l'histoire préférée de vos enfants ou de vos petits-enfants. Ça peut être un classique, comme les histoires du père Castor, par exemple, ou bien l'histoire que vous leur avez inventée et qu'ils adorent tant. Regardez. Grâce à nos chers enfants, Hervé et Nicole ont choisi d'offrir un cadeau absolument unique et précieux à leurs petits-enfants. Un livre audio enregistré en studio avec leur propre voix. Gaspard et Cerise pourront ainsi écouter cette jolie histoire autant de fois qu'ils le souhaitent en entendant la voix si familière de leurs grands-parents et garder un magnifique souvenir. Monsieur Rataton est en train de boire du café au lait bien sucré. Madame Rataton range ses provisions dans l'armoire. Tu devrais aller me chercher quelques graines pour le dessert. Bon, j'y vais. Et oui, c'est un magnifique souvenir. En plus, il est éternel. On peut le garder à vie. La fondatrice Anne Williamson a eu l'idée de créer ces livres sur mesure, ces contes personnalisés, un jour où son fils était malade. On l'écoute. Un jour où mon aîné était malade, était grippé. Mon frère me dit tiens, j'ai enregistré sur mon téléphone portable l'histoire du Petit Prince avec ma voix. Comme il est un petit peu fatigué, tu peux lui faire écouter dans la journée, ça l'occupera un peu. Et mon fils a passé 3 jours à l'écouter non-stop. Il était scotché, il l'a réécouté en boucle. Il me dit mais maman, mais c'est génial, j'ai l'impression que Nicolas est là, il me raconte l'histoire, je suis hyper content. Et là, je me suis dit ouais, c'est vrai que il était tout seul dans sa chambre, mais il écoutait une histoire avec la voix d'une personne qu'il aimait. Et je me suis dit, c'est complètement différent que d'écouter une autre histoire audio. Et ça a été vraiment le premier petit déclic. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez, donc, on l'a vu sur les images tout à l'heure, enregistrer votre voix dans un studio, Ouais, comme c'est les ça. pros. Donc, ils ont un studio d'enregistrement à Paris, qui est un studio professionnel. Il y a aussi d'autres studios d'enregistrement dans d'autres villes. Si vous habitez trop loin de vos chers enfants ou petits-enfants, ce cadeau unique, donc, on prend un livre et un CD. Seul Génial. petit bémol, peut-être, le prix, c'est entre 200 et 400 Ah euros ouais, quand même. selon les options choisies. Ouais, quand même. Comme on dit en amour, on ne compte pas. Oui. Enfin, Et c'est éternel. Pour ceux qui n'auraient pas les moyens, continuez à faire sur votre dictaphone, sur votre Oui, smartphone. sur le téléphone aujourd'hui, il y a plein de... Que ça ne vous empêche pas, bien entendu. Mais là, il y a le livre illustré, il y a l'illustration. Oui, j'ai bien compris. Et on peut faire les coloriages soi-même. Presque. Vous pouvez demander, tout est possible. Merci Julie, c'était effectivement une belle idée pour nos enfants. Allez, immédiatement, une autre belle idée, et elle se dépense pour ses enfants, et pour les nôtres aussi, c'est Madame Gourmande. Et croyez-moi, quand on dit gourmand, c'est gourmand. Alors, Madame Gourmande, son petit nom Claire, connue sur Instagram, connue sur son blog et connue dans sa cuisine où elle pâtisse. Oui, parce que vos enfants, ils doivent manger des gâteaux toute l'année grâce à vous. Ils en ont bien mangé. Ouais, ils sont un peu à saturation. Après, ils ont quand même leur gâteau fétiche, chacun a sa petite recette. Quand il y a une baisse de morale, je sais quoi faire pour qui. Donc, c'est très Madame Gourmande est spécialiste des desserts maison. Oui. Puisque tout est fait maison. Alors, la grande différence, c'est que c'est fait avec les ingrédients que tout un chacun pourrait trouver chez les commerçants par rapport aux professionnels, aux pâtissiers professionnels qui ont quand même recours souvent à des produits qu'on ne trouve pas dans le commerce. C'est la difficulté. C'est la difficulté pour toutes les mamans qui ont envie de faire plaisir et qui se retrouvent à chercher des ingrédients qui ne sont pas forcément... Voilà. Je viens vous voir, Claire. Je vous en prie. Voilà, avec ma petite caméra, parce que c'est trop beau ce que vous nous avez apporté. Vous allez me faire la description Bah oui, du coup, bien on sûr. commence là. On commence celui-là. Alors, celui-là, on s'est fait un petit feuilletage chocolat. Bah, on s'est fait, c'est vous, hein. Vous toutes seules. Un petit feuilletage chocolat qu'on a courbé tout simplement pour avoir une jolie forme arrondie. Et au centre, on a une crème de pistache. Donc avec de la vraie pistache et aussi avec des gros morceaux de pistache. J'avais vu pour être passer. bien gourmand. Ça, c'est gourmand. Oui. Ça, c'est plus girly, si je puis dire. Ça, j'aime bien, moi. Oui. J'aime bien ça. Alors ça, c'est à la praline rose plus à la rose. Parce que j'aime bien la rose. Donc c'est double rose, quoi. Voilà, c'est girly. Praline et fleurs. Oui, on est sur les deux là. Mais ça veut dire qu'il y a de l'eau de rose dedans ? C'est pas de l'eau de rose, c'est de l'arôme naturel de rose. D'accord. Et le gâteau, il est fait comment ? Quoi ? Alors, ça a été 2 feuilletages qui ont été assemblés. Je ne les ai pas soudés sur les bords. Ça a cuit en cercle et j'ai juste posé au milieu ma crème. Et tout ça, c'est des galettes ? Oui.
D'accord, parce que ça prend des formes qui sont extrêmement décorées, avec, on voit que vous avez apporté un soin inouï à la finition, mais à la base, c'est quand même du feuilletage. On est sur du feuilletage, on est sur une crème d'amande. On a rajouté plus ou moins de crème pâtissière dans notre mélange crème d'amande pour avoir plus ou moins de moelleux pour jouer sur les textures. Mais on est sur la base de la recette de galette. C'est juste que j'ai voulu aller un petit peu plus loin et sortir des choses un peu originales. Voilà. Mais ça l'est. Et cette belle couronne, j'en reviens pas que vous fassiez ça à la maison. Si, c'est possible. C'est quoi ça? Ça, on est sur une galette qui est à l'orange, à l'amande, avec des gros morceaux d'amande torréfiée. Donc, à ne pas confondre avec la fève quand vous allez goûter. Hein. Ah oui, pas peur. celle-là, on peut la croquer, quoi. Voilà, on risque ça. pas de se faire sauter les implants. Et D'accord. avec un petit peu de rhum. Dans celle-là, il y a un petit peu de rhum. Ouais, voilà. Avec ce côté petit orangé, là, un petit peu calisson, du coup. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, alors là, moi, vous savez, moi, je suis un dingue de noisettes. Donc, dès que je vois une noisette, déjà, je frémis. Ah bah là, on est dedans. On a tout un contour qui est à base de feuilletage nature et feuilletage cacao que j'ai enroulé qui permet d'avoir cette forme-là. Et à l'intérieur, on a une crème, mais de noisettes. Avec du praliné. Ah oui, voilà. genre Jean Dugas, quoi. Voilà, avec genre une petite ganache au chocolat qui est très légère, avec des baies de Sancho. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, le Sancho, c'est une sorte c'est un peu comme le poivre de Sichuan, mais en vert, Voilà. quoi. Et C'est un côté un peu agrume. Voilà, moi j'aime bien, je trouve que ça fait ressortir quand on est sur du noisette, chocolat, ça donne un petit truc en plus. Et puis en plus, ça anesthésie un petit peu le bout de la langue. Hein. Enfin, ça Je donne... n'ai pas mis énormément de Non, oui, effectivement, hein, autant qu'on sente sa langue. Est-ce qu'on peut... Alors, lequel on va goûter? Je vais demander à Emmanuel Titeux, notre veto. Qu'est-ce qui vous tente, Emmanuel? Toutes, mais noisettes, là... Celle-là? Ouais. Bon, Je bah alors, conseille. on va laisser la patronne, hein, parce que c'est quand même elle qui a tout fait. Alors, Vous avez mis combien de temps à faire ça? tout ça, j'ai fait hier. Oh, comme ça, J'ai tranquille. fait hier après-midi et j'avais fait mon feuilletage la veille. Bon, Préparé d'accord, l'inspiration où? Qu'est-ce qui vous inspirait là pour faire toutes ces Je crois créations? ma propre gourmandise déjà, d'essayer Allez, de me satisfaire moi. On part voir Rafale parce que j'adore, ça l'énerve tellement quand on est complètement rempli de galettes et que lui, il n'a rien à se mettre sous la dent. Non, allez, je suis méchant, mais en fait, c'est le moment des adieux de Fontainebleau. Hein, Rafale? C'est ça. Les fameux adieux de Fontainebleau, c'est maintenant. Ça m'énerve absolument pas, Vincent, parce que peut-être que Madame Gourmande pourrait s'inspirer de ce magnifique lustre qui est ici au Théâtre Impérial pour nous faire encore une autre gourmandise. En tout cas, les amis, une visite incroyable et vraiment extraordinaire qui va vous changer de votre quotidien. C'est la visite du Théâtre Impérial. Il y a une visite guidée tous les jours, sauf le mardi. Visite guidée, je vous le dis, 15 € avec un combo visite du château. Ça coûte 15 € simplement. Et puis, si jamais vous voulez juste visiter le château, c'est gratuit pour les moins de 25 ans. D'autant qu'ils voudront venir quand ils sauront que c'est le clip Pookie d'Aya Nakamura a été tourné dans ce château. Vous vous rendez compte quand même hein, dans quelle modernité on est. Magnifique château et théâtre rénové. En tout cas, demain les amis, je vais quitter Fontainebleau et je vous retrouve à Paris, du côté du Jardin d'Enfer. Eh ben très bien, Rafale. Ce coup-ci, parce que je suis sympa, on va lui garder une part de galette. Hein, et parce que là, on a de quoi faire aussi. Hein. Je sais que les maquilleuses ont mis une option hein, sur la pistache. Il y en aura pour tout le monde. Hein. Pistache chocolat. Hein, et rappelez-nous ce qu'il y a dans la couronne. On est sur de l'orange avec de l'amande torréfiée et un peu de rhum. Ça me plaît bien, moi, comme idée. Nicolas, vous, c'est quoi Mais je me demandais, moi, si tout ce qui était décrit dans la couronne à la rose était vraiment... on peut trouver ça dans le commerce? De tout ce que j'ai fait là? Ouais. Oui, absolument. Les ingrédients, je veux dire. Le plus difficile, peut-être, c'est les pétales de rose non traités. Cristallisés? Ah, je les ai cristallisés. C'est vous qui les cristallisés au sucre? Oui, absolument. D'accord. Comme faisait le boulot. C'est pas si dur que ça. Pareil. Non, Il faut trouver les bons pétales, c'est ça. C'est ça. Voilà. Surtout de la rose non traitée. Voilà. Bon, ce qui va suivre est beaucoup moins esthétique, beaucoup moins joli. C'est au moment où on se baffre de galettes, hein, une fois encore, hein, je dois dire toute cette semaine. Merci Claire, merci Madame Gourmande. Merci à toi. Merci vraiment d'avoir fait toutes ces belles choses. Vous allez voir, ça va descendre sur le plateau d'un seul coup. On connaît un peu l'histoire. Merci Emmanuel d'être venu nous parler du comportement de nos chats. Évidemment, pas de galettes pour le chat. Merci Nicolas, on se retrouve bientôt. Et nous, demain, toujours un peu plus plein de galettes.